Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à l'étrange et à l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons Bernard Perron, un professeur en cinéma spécialisé dans l'étude des jeux vidéo d'horreur. En chronique, Isabelle Grondin nous fait découvrir le film allemand Catherine, la tsarine nue. Sébastien Bourget nous parle du jeu vidéo québécois Kona. Finalement, Alexia Sotton nous présente un reportage sur une exposition consacrée à Super Mario Bros. Au Musée Grévin. Mais pour débuter, voici les étranges en bref. Executed. 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 Québec. Connaissez-vous Lightstep? Le 24 novembre dernier, le Journal de Montréal a présenté le portrait de ce super-héros qui circule la nuit dans les rues de la métropole. Équipé d'un gilet pare-balles, de jambières de motocross et d'un masque de lutteur mexicain, Lightstep fait partie de la communauté des Real Life Super Heroes, qu'on peut traduire par super-héros de la vraie vie. Cette communauté, née au Mexique dans les années 90, se donne comme mission de venir en aide aux gens dans le besoin. Préférant rester anonyme, Lightstep serait le seul à Montréal à jouer au justicier masqué. Il veut rester anonyme, puis il fait des entrevues à la presse. Chine. Bloqué depuis 2009, Facebook tente par tous les moyens d'avoir à nouveau accès au territoire de la République populaire de Chine. Selon le New York Times, le réseau social travaillerait sur plusieurs hypothèses afin d'obtenir le feu vert des autorités de Pékin. Leur dernière trouvaille? Créer un outil de censure permettant de supprimer certains sujets de discussion au moment même où ceux-ci sont publiés. Si l'idée est douteuse d'un point de vue éthique, l'énorme marché que représente la Chine pourrait pousser l'entreprise à trahir certaines de ses valeurs. C'est quoi la prochaine étape? Créer un outil pour l'Arabie saoudite pour empêcher les femmes de s'inscrire sur Facebook? Maroc. Le 25 novembre dernier, une émission matinale sur une chaîne de télévision publique marocaine a diffusé une démonstration de maquillage pour femmes battues, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. On y apprenait entre autres que le vert peut être utilisé à l'aide d'un pinceau pour camoufler une rougeur sur la peau, ou encore qu'un correcteur orange puis jaune, puis un fond de teint permettrait de recouvrir un œil au beurre noir. Face à la polémique provoquée par la vidéo qui a rapidement circulé sur le web, la chaîne a présenté, je cite, ses excuses les plus sincères pour cette erreur d'appréciation, compte tenu de la sensibilité et de la gravité du sujet. Argentine. Une école d'exorcisme, unique en Amérique latine, permettrait aux citoyens de Buenos Aires d'apprendre à combattre le diable et autres démons. C'est ce que nous apprenait le Nouvel Observateur le 18 novembre dernier. Dispensés dans une modeste église de Santos Lugares, 35 étudiants d'horizons diverses suivent ce programme d'une durée de 3 ans afin d'obtenir un diplôme comme consultant en exorcisme. La philosophie, la psychologie, le chamanisme, l'interprétation des phénomènes paranormaux, l'angélologie, qui est l'étude des anges et de leur place dans la hiérarchie divine, et la démonologie sont les sujets qui seraient entre autres abordés lors de ce programme bien particulier. Ah! Ça se fait-tu des échanges étudiants avec l'Argentine? Ça a l'air le fun. Lune. Le gouvernement américain a donné son feu vert à une entreprise privée afin d'exploiter les ressources du satellite de la Terre. Une telle initiative est possible depuis le vote en 2015 de la loi américaine Space Act, autorisant les sociétés privées à exploiter la Lune ou tout autre objet du système solaire afin de faire du profit. L'entreprise Moon Express souhaiterait entre autres recueillir de l'hélium-3, un gaz rare sur Terre, léger, non radioactif et qui pourrait avoir des applications intéressantes dans le domaine de la fusion nucléaire. Mining on the moon. Ta, 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 ta. Ah, c'est là. Angleterre. Lors d'un débat organisé par l'Oxford Union Society, Stephen Hawking a déclaré que l'humanité ne survivrait pas à 1000 ans de plus si elle n'échappe pas à notre fragile planète. Ce plaidoyer en faveur d'un investissement massif dans les programmes spatiaux serait un moyen de contrer, selon lui, les menaces que représentent la surpopulation et l'épuisement des ressources. Bref,
Un plan B afin de permettre à l'humanité de survivre en colonisant d'autres mondes à travers le cosmos. Espace, frontière de l'infini. Tidip. Énergie! Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. What was that? Comme première chronique ce soir, on va parler de nanars de l'au-delà. Alors Isabelle, bonjour. Bonjour Jason. De quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Bien, en fait, c'est ça. C'est la dernière chronique. Alors, je me suis dit que j'allais boucler la boucle. Donc, comme j'avais commencé par le Nazi-exploitation, et puis ensuite, on a parlé du film de prison de femmes. Et ma dernière chronique, c'était un spécial Avoid encore avec une salade grecque immangeable qui s'appelait Island of Dead. Je vous propose Catherine, la tsarine nue. C'est un film unique en son genre. C'est un film d'abord qui est introuvable. Et en fait, c'est un film allemand, Katharina Die Nackte Tsarin, qui a été réalisé par Klaus Noggin sous le pseudonyme de Scott Hunt en 1983. Pas beaucoup d'informations sur ce film-là. Je vais quand même prendre la peine de nommer l'actrice principale, en fait, qui est une actrice porno qui s'appelle Ouski Karnat, qui a fait la plupart de sa carrière sous le pseudonyme de Sandra Nova. Okay. Alors Est-ce voilà. qu'il y a des films en particulier qu'on devrait connaître? Bien, écoute, ça va dépendre de toi, Jason. Alors, c'est une Allemande née en 1952, on la salue. Donc, elle a 64 ans aujourd'hui. Elle a fait beaucoup de porno dans les années 70 jusqu'au début des années 90. Elle est notamment connue pour Anal Injection, Baise les filles et sodomise-moi, Le secret d'Élise, Petit trou vierge à explorer et Demoiselle à prendre par derrière. Alors, ça Assez donne explicite comme nom. Oui. Le jeune des films l'étaient aussi. Oui, et puis ça se passe en 1775, donc l'époque où Catherine II est impératrice à l'époque. Oui. Et c'était exactement, comme je l'avais dit quand je parlais de la série des Elsa, c'était le genre de film qui était littéralement un problème pour les gérants de clubs vidéo. Évidemment, c'était des films qui étaient 18 ans et plus, mais les gérants ne savaient pas quoi faire avec ces films-là. Un peu comme Elsa. Si tu mets ça dans les films d'horreur, il y a comme trop de sexe. Et si tu mets ça dans la section porno, bien, il y a trop de violence. Alors, on fait quoi avec ça? Et c'est impensable aujourd'hui, puis c'est pour ça que je tenais à le présenter, ce film-là. C'est plus pensable aujourd'hui qu'on puisse trouver des films comme ça dans des sections de films d'horreur, alors que moi, à mon époque, c'était possible. Surtout que là, c'est un film d'époque. Est-ce que la reconstitution au niveau des costumes, des c'est décors... génial. Non, ouais. non, c'est de la grosse production. Il y a plein de figurants, le château, les costumes, c'est la totale, mais c'est vraiment un film porn. C'est 3X. Là. Il y a C'est vraiment, comme Sissi l'impératrice, mais version porn. Mais c'est vraiment porn. Ouais. C'est pas autant. J'ai vu quand même certains films qui étaient. Je dirais que Elsa, c'est très soft en comparaison. Ouais, en plus. Okay. Mais les scènes de violence, sont extrêmement dérangeantes et les scènes de cul abondent à profusion. Et moi, je me rappelle qu'on avait loué ça pensant louer un genre de film d'horreur, mais là, en même temps, je bullshit un peu parce que quand on regarde en arrière, on voit un peu de violence, mais pas grand-chose. Surtout de nanisme. On voit beaucoup de peau, en fait, Ouais, c'est ça. Alors, je ne saurais que trop vous conseiller ce film. C'est pas nécessairement un nanar, mais c'est vraiment un film qui a dérangé et qui a été un problème. C'est un film très emblématique des années 80, époque qui était beaucoup moins puritaine que la nôtre. Faut C'était bien fait l'admettre. je voyais, l'Allemagne de l'Ouest, donc, parce qu'on était encore à l'époque du RSS, donc c'était fait... Oui, en fait, tout a été tourné en Allemagne, en fait, dans des anciens châteaux. Ce n'est pas une coproduction, j'ai vérifié. Et qui joue là-dedans aussi? Il y a apparemment qui est connu, lui, Werner Singh. Okay. Et oui, petit mot rapide sur ce cher monsieur Klaus Koenig. Je pensais qu'il n'avait rien fait. On le salue également. Il a 81 ans. Oh, Salut Scott. Et il a fait beaucoup de téléfilms. En fait, il y a même une filmographie de téléfilms assez impressionnante. Je ne m'attendais pas à ça. Il en a fait au moins une cinquantaine. Et il a fait beaucoup de porn dans les années 60 et 70. OK. Donc, c'était pas, Alors, il était était pas son premier film. Ben non, c'est ça. Donc, il était dans son élément, le bonhomme. Puis... Si ça l'a rendu heureux, c'est ça qui était bon. Ah oui, puis je tiens à rendre un hommage en particulier à mon ami Marc Lamotte, qui est directeur général pour le Festival Fantasia, parce que c'est lui qui m'a donné ce film-là. Il savait que je le cherchais depuis très longtemps. Alors, Marc, merci. Grâce à toi, j'ai eu un Noël heureux. Parfait. Ben, on conseille ça, Catherine la tsarine nue. Et, oui, il faut le trouver, par c'est la exemple. trouver, mais il y a sûrement moyen. Ben, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir, Jason, et puis bonne fin de saison.
Oui, ben tu restes avec nous, hein? L'émission n'est pas terminée. Absolument. Et d'ailleurs, c'est le moment de présenter l'étrange séquence de la semaine. Alors, cette semaine, c'est une vidéo qui a été trouvée, que j'ai trouvée sur le Facebook de Trevor Donovan. Ça a l'air que c'est un acteur. Et en fait, ça s'est passé lors d'un accouchement. C'est un bébé qui est comme pas sorti de son placenta, que le placenta n'a pas percé et qui est sorti dans son sac, si je peux dire, mais qui est encore vivant. Ne vous inquiétez pas à la maison parce que lui, il s'est peut-être même pas rendu compte qu'il était sorti du ventre de sa mère parce qu'il était toujours nourri, en fait, et aussi oxygéné, en ce qu'il recevait de l'oxygène, par le cordon ombilical. De toute façon, personne ne se rappelle quand il est né, alors... Oui, c'est vrai. Donc, allons voir ça. Cette semaine, nous recevons en entrevue Bernard Perron, qui est professeur de cinéma à l'UDM et qui est spécialisé dans l'étude des jeux vidéo d'horreur. Alors Bernard, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps t'enseignes à l'UDM? 92. 92 déjà? Peux-tu nous expliquer en commençant, il y a beaucoup de films, je sais, c'est nos effets. Pour l'horreur, c'est super. J'allais dire, peux-tu nous expliquer c'est quoi la mission de l'UDOV, qui est le laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique? Ben, écoute, le jeu vidéo est un phénomène culturel, mais est devenu aussi un objet d'étude universitaire. Alors, depuis 2011, on a un nouveau programme de mineurs en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal. OK. Alors, évidemment, pour étudier le jeu vidéo, il faut pouvoir en jouer. Alors, il faut absolument avoir un laboratoire pour que nos étudiants aient des expériences de première main. Ben oui. Alors, on a construit le Ludov. On est rendu avec une centaine de consoles, 3500 jeux, tout ce qui permet aux étudiants de pouvoir avoir vraiment une expérience réelle. C'est intéressant, j'ai manqué ça, parce que j'ai été à l'UDM aussi. Ça veut dire j'ai manqué ça d'abord. J'ai aimé ça jouer à des jeux vidéo à l'université. Travailler, on joue, mais Oui, OK, faut d'accord. prendre ça au sérieux. Analyser des jeux vidéo. Voilà, analyser, j'aime mieux. Est-ce que ça a été difficile de convaincre le monde universitaire de s'intéresser et de prendre au sérieux le domaine du jeu? Bien sûr. Oui, hein? Mais je pense que ça a changé un jour. J'ai rencontré un de mes doyens qui, la fin de semaine, avait joué à la Wii. Donc, c'était quand j'ai commencé à vouloir faire un peu d'études de jeux vidéo à l'Université de Montréal, la Wii venait de sortir. OK. Et mon doyen avait joué à la Wii et avait compris qu'on n'était pas seulement dans Pac-Man, mais qu'on était sorti des petits jeux vidéo qui avaient un rapport au corps, qui avaient un rapport plus présent avec le jeu vidéo. Il y avait un langage à proposer. Il y avait un en fait, et à langage, mais on décortiquer. était dans une simulation, on était dans autre chose qui était plus enfantin, il y avait quelque chose de sérieux, et puis il y avait quelque chose à faire avec ça. Et après ça, le champ a explosé, les études de jeux vidéo existent logiquement depuis les années 2000, donc on a vraiment, donc les collègues à l'université, partout dans le monde, ont commencé à étudier les jeux vidéo, alors il y avait un nouveau champ qui était en train de se mettre en place. Ah, OK. C'était incontournable. Puis là, vous allez justement, vous allez souvent explorer aussi le VR. Oui, Nécessairement, là, parce ça que arrive, c'est parce qu'avec maintenant. les trucs d'horreur... L'année 2017 sera Je logiquement l'ai l'année fait un du petit VR, peu. parce que là, c'est Resident Evil 7, qui est le 7 qui va sortir, Ah, va OK. sortir Mais pour c'est la pas pour tout PlayStation le monde. VR. Hein. Parce que ceux qui c'est ont mal au vraiment cœur avec pas le pour tout le 3D, monde. là, ça peut vraiment donner mal au cœur. Mais en tout Ouais. cas, c'est très efficace. Moi, j'ai essayé ça, mais dans les années 90, là, les premières affaires, là, je pense que c'était avec Descent que j'avais essayé. OK. Pas super convaincant. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans le domaine du jeu vidéo d'horreur? Parce que c'est quand même ton L'insomnie. créneau. Ah, l'insomnie, bon, OK. Il y a un rapport, je suis quelqu'un qui vit de nuit, alors l'idée de travailler l'horreur, évidemment, c'est pratiquement, ça allait de soi, quoi. De fermer les lumières et puis de se mettre des écouteurs et de plonger dans l'horreur la nuit. J'ai toujours aimé l'horreur, j'ai toujours été un lecteur de romans d'horreur. J'ai donné un cours de cinéma d'horreur pendant des années. Ouais. Alors tranquillement, évidemment, le jeu vidéo est en connexion directe avec ce genre d'expérience qui se fait la nuit. Et est-ce que les mécaniques pour faire peur au cinéma et dans le jeu vidéo sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des différences? Ben là, ça va changer. On parle de la VR qui va changer quelque chose parce que, bon, un des premiers jeux vidéo d'horreur très efficaces s'appelait Alone in the Dark. On parle de 1992. Et là, il y avait des angles de caméra prédéterminés. On se promenait dans un manoir très Lovecraftien. Il y avait un découpage. Il y avait un découpage de l'espace. Ça veut dire qu'on avait beaucoup des angles en plongée, contre-plongée. Il fallait se battre contre des zombies. Donc, il y avait quelque chose de très cinématographique. Resident Evil en 96, l'infestation de zombies, encore une fois, très cinématographique.
Silent Hill que j'ai travaillé, où on a commencé à avoir des mouvements de caméra, mais aussi le jeu vidéo, c'est du temps réel. Alors tout à coup, on a laissé de côté ce découpage cinématographique pour avoir donc des jeux à la première personne, des jeux d'horreur à la première personne. Et ça, évidemment, on utilise les mêmes techniques. Je veux dire, ne pas savoir qu'est-ce qui nous attend, ça sera toujours la peur de l'inconnu, ça sera toujours au cœur de... Du hors-champ, du hors-cadre. Du hors-champ, évidemment, les surprises, les bouts qui nous sortent du coin du cadre, ça va toujours être efficace. En bon français, les jump scares. Les jump scares. Ouais, mais là, tu peux te revirer de bord. Tu pourrais te revirer de bord pour avoir... Moi, c'est ça que j'avais expérimenté. Puis tu as quelqu'un, littéralement, qui est derrière toi parce que tu es encore dans un univers virtuel. Là, ça devient... Tu entends les bruits qui arrivent de derrière, tu te tournes, tu as une espèce d'affaire qui te... Bien, le 360 degrés, il a toujours été là en jeu vidéo. Avant, on avait notre écran. Là, mais moi, je l'avais jamais VR, essayé, c'est pour ça. C'est ça. Ouais. Le VR nous amène maintenant, le point de vue et le point d'action sont au même endroit. Donc, à quelque part, on est dans une relation à l'espace qui nous amène à avoir une immersion peut-être un peu plus efficace. Cette absence de découpage aussi a été transposée au cinéma. Il y a de plus en plus de plans séquences, justement, on parle de vue subjective aussi au cinéma. Donc, il y a quand même une interférence entre les deux. On t'a parlé de Silent Hill, tu as justement publié un livre à ce sujet. C'est pas la seule publication, évidemment, que tu as faite dans le domaine du jeu vidéo, mais c'est quand même un jeu que tu aimes beaucoup, j'ai l'impression. C'est une série, mais c'est un jeu une série, série, donc très, très, très populaire, mais c'est sûr qu'en 99, quand je plonge en Silent Hill, je pense que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que dans ce jeu. Et après, c'est de savoir pourquoi, comment. On parlait tantôt de stratégie. Qu'est-ce qui peut faire si peur que ça? Et c'est pour ça que j'en ai fait un objet d'étude, donc tenter de voir de quelle manière la peur, qu'est-ce que la peur, comment la peur. Donc moi, je distingue les émotions fictionnelles qui sont un peu plus témoins. Donc je peux avoir peur pour un personnage dans un film, mais en jeu vidéo, j'ai des peurs vidéoludiques, donc c'est moi qui avance. Donc que mon personnage soit en 3D ou en première personne, c'est moi qui avance, donc c'est moi qui fais des choix, c'est moi qui confronte l'inconnu, qui confronte le monstre. Et là, il y a quelque chose de très, très, très viscéral. Tu parles justement de voir le personnage, son avatar, en fait, au niveau du jeu, soit à la troisième personne, donc on voit notre personnage, ou en vue subjective à la première personne. Dans ton livre, tu dis, entre autres, que selon toi, c'est plus angoissant de jouer à un jeu, un survival horror, à la troisième personne. Pourquoi? Bien, un rapport au corps. On parlait tantôt du VR, encore une fois. Moi, je pense qu'une chose qui ne fonctionnera pas pour la réalité virtuelle, c'est le rapport au corps. Ça, sentir son corps, je veux dire, il y a quelque chose de très viscéral. Dans un jeu à la troisième personne, c'est vrai que je suis quelqu'un qui vient de cinéma, donc il y a un rapport à la vision cinématographique, mais de voir son avatar se faire décapiter, se faire frapper, il y a un rapport de jeu de miroir entre moi et l'autre, alors qu'à la première personne, on n'a pas cette présence du corps, c'est seulement mon visuel, mon image, mon point de vue qui est frappé. Donc l'horreur est un genre corporel. L'horreur est là de me faire vivre des émotions très viscérales. Pour moi, la troisième personne ramène ça davantage que le point de vue viscéral. L'outrage du corps est plus... L'outrage du corps, parce que, bon, l'un des démos de Resident Evil 7, donc on est attaché sur une chaise, il y a un personnage qui vient, elle nous plante un couteau dans la jambe. Bon, il y a des commentateurs qui font « Ah, wow, c'est vraiment fort ». Moi, j'ai rien senti, parce que je suis encore une fois dans un rapport très visuel. La corporalité, je ne l'ai pas. Est-ce que la VR va nous amener là-dessus? Je suis pas sûr encore. Est-ce qu'on aura maintenant, les gens disent, on va avoir, en plus maintenant dans notre casque, on aura des senseurs pour nous faire sentir des choses. Peut-être que là, ça va changer. Je suis pas sûr que je vais être assez brave pour aller me plonger dans ces émotions-là, aussi viscérales et aussi corporelles que ça. Ouais, pour l'essayer. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je suis dû pour tester ça, le VR, parce que j'ai pas encore testé ça. Et c'est vraiment ce qu'il faut surveiller en 2017. Il va falloir que je m'y mette. Alors, merci beaucoup. Plaisir est pour moi. Alors, c'est maintenant le moment de la pause. Revenez-nous tout de suite après pour le reportage de la semaine. De retour à l'étrange programme, c'est maintenant le temps de notre reportage de la semaine. Alors Alexia, bonjour. Bonjour. De quoi viens-tu nous parler cette semaine? Alors je viens vous parler d'une exposition sur Mario Bros au Musée Grévin de Montréal, où on a pu se rendre et se rendre compte que même si le lien n'est pas évident entre les jeux vidéo et les statues de cire, les deux activités sont très familiales, donc ça vaut le détour. Ah oui, OK. Ouais. Et c'est jusqu'à quand cette exposition-là? C'est jusqu'au 6 janvier, si je ne me trompe. Parfait. Bon, mais allons voir ça. Jusqu'au 6 janvier 2017, le Musée Grévin à Montréal présente une exposition sur Super Mario en collaboration avec Nintendo. En voici un aperçu.
que tu peux nous raconter un peu ce qu'on fait ici? Quelle est l'exposition à phare? Voilà, alors on est en plein milieu d'une partie de l'expo Super Mario et ses amis. On a commencé en début octobre. C'est une expo qui va jusqu'au 8 janvier, donc il faut que les gens se dépêchent pour venir la découvrir. En fait, c'est une première au Canada. C'est un partenariat entre Grévin et Nintendo. Donc ici, vraiment, ça fait partie de la visite du musée. Donc, les gens commencent en visitant le musée. On a 8 univers interactifs. Puis ici, c'est comme si c'était un autre univers temporaire. Donc, en arrivant à l'expo, les gens, ils ont la chance de jouer à plusieurs jeux cultes de la saga Mario Bros. Mais ils peuvent aussi apprendre plus à propos des personnages de Nintendo, aussi de l'entreprise. C'est super intéressant. Est-ce que les gens auront la chance de rencontrer Mario? Ah, en fait, Mario, oui, la mascotte de Mario va être ici dans des dates spécifiques. Il faut nous suivre sur Facebook pour pouvoir savoir quelle date vous pouvez prendre en photo. En fait, on a un gros Mario permanent, mais on a la mascotte qui vient de temps en temps. Il faut juste nous suivre pour savoir quand. Est-ce que le Mario géant a été fait en cire? Non, pas vraiment. C'est un produit de Nintendo. Ils nous ont fourni pour l'expo. C'est un Mario, un peu en papier mâché, si je ne me trompe pas. Il faudrait regarder le matériel, mais il est super beau. Ça vaut la peine de prendre des photos. On a aussi des accessoires que les gens peuvent mettre pour prendre une belle photo à côté de Mario. Quel style de public ça attire, une exposition comme celle-ci? En fait, on voulait attirer les publics, les mêmes publics de Grévin, ça veut dire les familles. En fait, ce qu'on voulait avoir ici, qu'on veut toujours avoir ici, c'est les parents, en fait, qui étaient des fans de Nintendo, de Mario, il y a 30 ans. On veut qu'ils amènent leurs petits qui, eux aussi, aiment cet univers-là. Donc, c'est vraiment une exposition pour toute la famille. Est-ce que les gens peuvent essayer les jeux? Oui, absolument. On a beaucoup de jeux. Les gens peuvent passer du temps ici. C'est vraiment un lieu pour avoir du plaisir. Ils peuvent essayer la Wii U, les 3DS. On a des gros puffs. Les gens peuvent vraiment... Je vois souvent les enfants qui sont comme par terre. C'est comme s'ils étaient chez eux en train de jouer. Mais c'est vraiment spécial. On voit toujours parents et enfants jouer ensemble, grands-parents jouer ensemble. C'est vraiment un lieu pour s'amuser, pour découvrir. Avez-vous souvent des expositions temporaires? Oui, au musée, on essaye d'avoir 1 ou 2 par année. Donc, on se programme toujours pour avoir cette expérience de plus aux visiteurs. Donc, déjà, on a la visite régulière, mais toujours cet espace, l'espace Grévin, on le fait souvent pour que ce soit un univers de plus. Donc, en 2015, on a eu les mondes en méga-blocs. En début 2016, on a eu l'expo de la guerre des Tucs. Les 2 expos ont été un succès. Maintenant, on a Super Mario et ses amis. Donc, on est super contents. Puis, l'année prochaine, il faut juste nous suivre pour savoir qu'est-ce qu'on a de préparé pour vous. Parfait, on le fera. Merci beaucoup. Alors, on termine avec une chronique consacrée aux jeux vidéo. Sébastien, bonjour. Salut Jason, ça va? Oui, toi? Super bien. De quel jeu viens-tu nous parler Ce soir, je venais vous parler pour ma dernière d'un jeu entièrement conçu à Québec qui s'appelle Kona. Alors, je fais la petite intro. Donc, c'est un jeu développé, comme je disais, par le studio Parabole, situé à Québec. Okay. C'est un jeu d'exploration et de survie à la première personne. C'est le premier jeu d'une série de 4 jeux qui va être proposé par ce même studio-là, qui va vraiment englober la même histoire que Kona nous propose. Puis, c'est disponible en ce moment sur PC via le programme d'accès anticipé offert par Steam. Je suis pas mal sûr que vous deux va me demander c'est quoi ce programme-là. C'est tout simplement le concept. C'est les développeurs du jeu qui mettent disponible pour le public le jeu qui n'est pas encore terminé. Ça fait en sorte que le public est invité à participer un petit peu au développement pour répertorier les bugs, les problèmes techniques. Aussi, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on rouvre le jeu, il y a du nouveau contenu qui apparaît. Puis, donc, au lieu de payer des testeurs de jeux, on fait faire ça par le public. Effectivement, si on veut. Puis aussi, ça permet une certaine source de revenus pour le développeur parce qu'il commence déjà à engranger de l'argent avec la vente du jeu. Alors, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Côté histoire, c'est bien le fun. Ça se passe en plein hiver de 1970 dans une région du nord du Québec qui s'appelle le lac Atamipec. Okay. On y incarne un détective privé du nom de Carl Faubert. Carl est embauché par un riche propriétaire de mine, un certain William Hamilton, un méchant Montréalais, pour élucider... Évidemment, un anglophone. Les propriétaires de mine sont toujours anglais. Pour élucider le vol dans ses résidences dont il a été victime, dans le fond. Alors, arrivé sur les lieux, notre Carl arrive dans le village, mais découvre un village fantôme.
fantômes. Tous les habitants ont soit mis les voiles ou bien ils ont mystérieusement disparu. Alors, c'est en explorant divers lieux comme un peu le magasin général, les différentes maisons des habitants, puis les nombreux lieux mystérieux cachés dans la vaste forêt qui entoure le village, qu'on découvre des indices sur les raisons qui font en sorte que les villageois n'aiment pas ce monsieur Hamilton-là. OK. Mais le plus fun, c'est que l'enquête prend une tournure assez surnaturelle. Dans les lieux qu'on est amené à visiter, bien, on va découvrir des corps mystérieusement gelés. On va découvrir aussi que Carl a des visions un peu étranges d'un univers parallèle qui donne des indices sur l'horrible destinée qu'ont vécu ces habitants-là. Puisque ça se passe au Québec, est-ce qu'on sent des influences du cinéma québécois de l'époque? En fait, il y a énormément de références à la culture québécoise de l'époque. Dans, mettons, le level design, on va voir des références à, mettons, il y a des publicités pour les ploufs, par exemple. OK. On va trouver des fois, quand on explore les lieux, on va trouver des vieilles cartes de hockey des joueurs du Canadien, mettons, Ken Dryden, Jacques Lemaire. Beaucoup aussi, des fois, on ouvre la musique, puis c'est des vieux rigodons, des trucs de même qui étaient typiques des années 70. Et là, puisque c'est développé par des gens de Québec, j'imagine qu'il y a une version française est Absolument. disponible. Le jeu est offert et bilingue. Il y a une version anglaise, si on veut, mais il y a une version française également, parfaitement doublée. Et celui qui fait la voix du narrateur omniscient, c'est nul autre que le suave et débonnaire Guy Nadon, qui donne une excellente performance. Alors, pour revenir à ce que je disais, grosso modo, ben, c'est ça. Le jeu prend une tournure assez surnaturelle. Puis aussi, en plus de découvrir tous ces trucs-là, on se rend compte que le village est peut-être habité par une espèce de créature un peu étrange qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête. C'est sur les 4 jeux ou c'est juste le... En fait, là, c'est dans le premier, carrément. Je m'ajoute que les éléments vont venir dans les autres jeux. Puis ultimement, l'enquête terre à terre qu'on fait se transforme un peu plus en une espèce de mix entre X-Files puis Twin Peaks. Donc, c'est assez amusant. Super. Ben, on termine avec ça, mais donc, on rappelle que ça s'appelle Kona. Kona. Donc, c'est sur Steam qu'on Oui, peut... absolument. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut se le procurer? Il y a des... En fait, la compagnie de production, en fait, plutôt de développeurs, vont probablement plancher sur un port pour d'autres consoles de salon, mais pour le moment, c'est disponible sur PC. Et est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va sortir les autres chapitres? Pas encore, mais le premier Kona, la version complète, est attendue pour le début 2017. Parfait. Bien, merci beaucoup, Ça Sébastien. fait plaisir. Hein? Merci à toi aussi. Merci, Jason. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission ce soir. On se revoit la semaine prochaine.